Nous sommes en 2050. Face à l'effondrement des populations de poissons et des écosystèmes marins dans leur ensemble, les humains ont profondément modifié leurs méthodes de pêche. Ils ont développé ce qu'on appelle la pêche écologie, des pratiques de pêche durables basées sur une fine connaissance et un respect des écosystèmes marins. Que se passerait-il dans ce cas? Quelles seraient les conséquences concrètes du développement de la pêche écologie? C'est ce dont on va parler dans ce deuxième épisode avec Didier Gascuel, professeur en écologie marine. Bonjour Didier Gascuel, Bonjour, merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode. merci de me recevoir. On va parler avec vous d'amélioration des techniques de pêche pour aller vers des méthodes plus durables. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que vous appelez la pêche écologie, s'il vous plaît? Oui, alors la pêche écologie, le mot il est repris évidemment de agroécologie. L'agroécologie, c'est une nouvelle forme d'agriculture qui respecte les écosystèmes, leur résilience, leur renouvellement, etc. De la même manière, la pêche écologie, ce doit devenir un nouveau mode de pêche qui respecte complètement les écosystèmes. C'est une manière de réconcilier en profondeur l'exploitation durable des ressources vivantes de la mer et puis la conservation de la biodiversité. Alors après, on peut dire de manière un peu plus concrète, en fait, la pêche écologie, elle repose sur deux principes fondamentaux. Le premier, c'est de se dire il faut minimiser tous nos impacts sur toutes les composantes de l'écosystème. Alors évidemment, pas minimiser notre impact dans l'absolu. Si l'homme voulait minimiser son impact sur les écosystèmes, il faudrait supprimer l'homme. Je pense que personne n'imagine que c'est le projet. Il faut se poser la question de la manière suivante. C'est, face à 1 kilo de poisson pêché, comment on peut faire pour mettre toutes nos connaissances, tous les processus d'innovation, toutes les réglementations, toute l'intelligence des acteurs, pour que ce kilo de poisson il soit prélevé dans la mer avec le minimum d'impact, à la fois sur les populations de poissons qu'on exploite, mais aussi sur toutes les composantes de l'écosystème, sur les proies, les prédateurs, sur les fonds marins, sur la biodiversité marine, sur l'émission de CO2, etc. Donc, minimiser nos impacts. Et puis, l'idée complémentaire, c'est de se dire, les ressources vivantes de la mer, c'est un bien rare. Si nous les extrayons de la mer pour les manger, et en les extrayant de manière aussi durable que possible, il faut qu'elles bénéficient au plus grand nombre. Il n'est pas acceptable que ces biens rares que nous fournit la nature bénéficient uniquement à quelques riches armements. Elles doivent bénéficier à l'ensemble de la société. Bien sûr à celui qui va manger le poisson d'une certaine manière, mais beaucoup plus que ça, aux pêcheurs et à toutes les communautés qui peuvent vivre sur le littoral grâce à l'activité de pêche. Quand vous parlez bénéficier à quelques riches armements, c'est-à-dire que là actuellement, comment ça se passe finalement? Alors j'ai en tête un cas qui fait particulièrement polémique. Vous avez actuellement en Manche des grands chalutiers industriels qui viennent, en particulier des chalutiers néerlandais, mais également avec des capitaux français, et qui peuvent en une seule nuit capturer 100, 200 tonnes de poissons dans la nuit. Ces poissons vont être vendus et vont finalement faire vivre les marins qui sont à bord, bien sûr, mais surtout enrichir quelques riches armateurs qui possèdent ces navires. La même quantité de poissons, elle pourrait être pêchée par des petits bateaux et auquel cas elle ferait vivre à l'année plusieurs bateaux. Du point de vue de l'écologie, les poissons qui soient pêchés par des petits bateaux, des grands bateaux, ils s'en fichent complètement. Du point de vue du bénéfice pour la société, il est clair que le bénéfice pour la société est beaucoup plus important si on peut privilégier une petite pêche côtière. C'est pour ça que moi je dis, partout où c'est possible, c'est-à-dire en réalité pas partout, mais partout où c'est possible, il faut privilégier une petite pêche, une pêche douce, peu impactante, et surtout qui crée de l'emploi, une pêche riche en emploi et qui fait vivre réellement le littoral. Il faut en reparler de la Oui. dimension sociale justement. Est-ce que vous pouvez nous résumer dans les grandes lignes les recommandations qu'il faudrait appliquer selon vous si on voulait mettre en place une pêche écologie? Alors, si on veut mettre en place une pêche écologie, il va probablement falloir y aller par étapes. Il y a des choses qui sont possibles à faire tout de suite. Je pense qu'il faut s'engager dans un chantier qui me paraît absolument prioritaire, qui est ce que j'appelle le chantier de la déchalutisation. Aujourd'hui, le chalut, c'est l'engin dominant des pêches européennes.
il capture plus de 40% des volumes de poissons. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est un chalut d'abord ? Oui, alors peut-être oui. Oui, un chalut, c'est donc un filet en forme d'entonnoir, avec une ouverture généralement de quelques dizaines de mètres d'ouverture, et qu'on traîne sur les fonds marins, qui est maintenu ouvert par 2 panneaux qui jouent un rôle d'aile à l'entrée, et qui donc ramassent sur le fond, donc sont traînés derrière un bateau, et ramassent sur le fond tous les poissons qui sont sur le fond ou à proximité du fond. Donc c'est vraiment l'engin dominant de la pêche française qui capture en particulier toutes les espèces nobles, alors vraiment les espèces de poissons plats qui sont posés sur le fond, on peut penser au sole, au ray et à quelques autres, mais aussi les poissons qui viennent se nourrir à proximité du fond, c'est le cas des morues, des mérous et de beaucoup d'autres. Donc voilà, et il se trouve en plus que ce sont souvent les espèces les plus chères, donc c'est presque 50% de la production en valeur des pêches françaises. Et pour certaines espèces, c'est quasiment 100%, donc c'est un engin extrêmement important. Le chalut, il a comme avantage principal que c'est un engin extrêmement efficace. J'ai envie de dire, c'est pour ça qu'il s'est imposé, parce qu'il est tellement efficace que tous les pêcheurs qui peuvent l'employer, du coup, l'emploient. D'une certaine manière, quand il ne reste plus grand-chose dans la mer, la seule solution qui reste, c'est de pêcher avec un bulldozer, et dans le cas présent, le bulldozer, il s'appelle chalut. Mais à l'inverse, ce chalut a énormément d'impact. Premièrement, il capture toutes les espèces sur son passage, sans qu'on puisse ajuster la pression de pêche et les captures à ce que chaque espèce peut produire. Une pêche écologique, c'est une pêche chirurgicale dans laquelle on va ajuster les captures à la productivité de chaque espèce. Le chalut, ça ne le permet pas. Donc là, on met un filet dans l'eau, on ramasse tout sur la surface. Voilà. Et donc, quand les scientifiques fixent des quotas, très vite, on a atteint le quota sur certaines espèces et pas sur d'autres. Alors, la pratique en Europe aujourd'hui, elle est qu'on continue à pêcher. Et puis, jusqu'à une époque récente, on avait l'obligation de rejeter les poissons morts à la mer, ceux pour lesquels on n'avait plus le droit de pêche, plus de quotas. Aujourd'hui, en principe, on les ramène sur le quai, ce qui ne résout pas la question. Et puis, de toute façon, cette réglementation est très très peu appliquée. Donc, l'absence de sélectivité du chalut, le fait qu'elle ne puisse pas sélectionner les espèces, est vraiment un problème majeur en matière de gestion des pêches. Donc ça, c'est le premier problème du chalut. Le deuxième problème, c'est que, en raclant les fonds marins, on détruit tout ce qu'il y a sur les fonds marins. Et ce qu'il y a sur les fonds marins, c'est finalement une espèce de forêt animale constituée de mollusques, de crustacés, de vers marins, ce qu'on appelle la faune benthique, qui sont à la base de toutes les chaînes alimentaires. Donc, en même temps qu'on pêche, on détruit la productivité des océans, une partie de la productivité des océans. Je dis souvent, le chalut, c'est comme un paysan qui, en même temps qu'il récolte son champ, détruirait avec persévérance, année après année, tous les vers et tout l'humus de son champ et toute la productivité de son champ. Donc c'est exactement ça qu'on fait avec le chalut, et du point de vue des pêcheurs, c'est en réalité une absurdité. Et puis avec le chalut, il y a un troisième problème qui devient aujourd'hui absolument majeur, c'est que le chalut, pour le tirer derrière, il faut des forces de traction, il faut que les bateaux aient des forces de traction extrêmement importantes, donc ça consomme énormément de gasoil, donc ça émet énormément de CO2. Le chiffre, c'est 1 kilo de poisson pêché au chalut, c'est en moyenne entre 1 et 2 litres de gasoil consommé. Chaque fois que vous pêchez 1 kilo, vous dépensez 1 à 2 litres de gasoil. Je pense que le consommateur va regarder un peu différemment dans son assiette quand il va regarder ça. Et donc évidemment, on a des émissions de CO2 absolument phénoménales. Et puis, le gasoil devient de plus en plus cher, il n'est pas amené à diminuer. Donc en réalité, la déchalutisation, voilà, je reprends le terme, la déchalutisation, en réalité c'est une chose qui est déjà à l'œuvre. On s'aperçoit qu'il y a déjà des plans, ce qu'on appelle les plans de sortie de flotte, en fait, qui sont des plans de casse des navires, qui affectent d'abord les chalutiers, parce que c'est ceux-là les moins rentables. Et si on n'organise pas les choses, eh bien on va progressivement casser tous les chalutiers. Alors on pourrait s'en réjouir, mais si on met rien à la place, ça veut dire en réalité qu'on détruit tout le secteur des pêches. Derrière, c'est toutes les criées qui ferment, c'est tout le commerce qui est désorganisé, c'est tout, etc. Et qu'est-ce qu'on mettrait du coup à la place des chaluts ? Alors, il faut organiser. Quand je parle de déchalutisation progressive et organisée, ça veut dire qu'il faut préparer la suite. Alors, il y a une première chose qu'on peut faire à relativement bref échéance. Il faudrait que les pays européens se mettent d'accord, mais on peut imaginer d'augmenter les maillages déjà des chaluts. Donc déjà, ça serait un progrès. Ça serait un progrès parce que
il y aurait moins de traînées, moins de dépenses de gasoil, et surtout on laisserait plus de poissons dans l'eau, on serait un peu plus sélectif, on améliorerait l'abondance des ressources sur le fond. Donc des mailles plus grosses, c'est-à-dire qui Voilà. laissent s'échapper des poissons. Voilà, des mailles plus grosses. Alors ça, je peux m'arrêter un instant sur la question, parce que c'est une des dimensions très importantes de la pêche écologie, ça pour moi. Aujourd'hui, l'immense majorité des populations de poissons, on les exploite en gros dès l'âge d'1 an. Voilà, certaines, on attend 2 ans, mais dans l'immense majorité des cas, dès l'âge d'1 an. Et on en capture tous les ans, alors ça va dépendre des populations de poissons, des espèces, hein, mais 20, 30, parfois 40%, une proportion très importante, et on recommence l'année d'après, on recommence l'année d'après. Conséquence, pour la majorité des populations de poissons, l'espérance de vie au-delà de 3 ans, elle est quasiment nulle ou extrêmement faible. Et donc, la mer s'est dépeuplée de tous ces vieux poissons et elle n'est plus peuplée que des jeunes poissons. Ça peut vivre combien de temps un poisson, par Alors, exemple, ça les dépend. espèces qu'on mange? Ça dépend. Un simple hareng vit déjà 8 à 10 ans, mais une morue vit 15, 20, voire 25 ans. Et tous Donc, ces poissons-là sont pêchés à 1 ou 2 ans. et tous ces poissons-là sont pêchés à 1, 2, 3 ans. Il y a encore quelques années, on disait 95% des captures de morues sont faites d'animaux de 1 ou 2 et 3 ans. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça dans l'eau. Les plus vieilles n'existent plus. On a un tout petit peu amélioré la situation. On retrouve maintenant quelques morues de 4 ans. Mais voilà, toutes les autres ont quasiment disparu. Donc ça veut dire aussi que les poissons qu'il y a dans la mer bien sûr, sont tous pêchés. ça veut dire que tous les poissons qui sont dans la mer sont pêchés avant l'âge de 5-6 ans, absolument. Ce qui nous en laisse souvent juste quelques géniteurs qui, compte tenu de leur extrême fécondité, assurent le renouvellement, mais par contre des populations qui ont diminué d'abondance dans des proportions absolument considérables et des écosystèmes qui dysfonctionnent. Donc oui, c'est exactement ça la question. Les grands poissons ont disparu et ils sont perdus. Ils sont perdus pour le fonctionnement des écosystèmes, pour assurer les fonctions que doivent normalement, j'ai envie de dire, assurer les grands poissons d'un écosystème, et ils sont perdus pour les pêcheurs. Donc, imaginons que là maintenant on prenne la décision d'augmenter les maillages. Que va-t-il se passer? Pendant 2 ans, les pêcheurs vont effectivement y perdre. Les petits poissons, ils vont les laisser s'échapper au travers des mailles de filet. C'est probablement pour ça qu'ils sont souvent très très réticents à ces augmentations de maillage. Ils voient très bien les pertes à court terme. Ce qu'ils ont beaucoup de mal à anticiper, c'est que dans 2 ans, dans 3 ans, ces petits poissons, ils vont avoir grandi. Quelques-uns vont avoir disparu, vont s'être fait manger, vont avoir au passage contribué, je dirais, au fonctionnement de l'écosystème, hein, et puis vont aussi avoir nourri des prédateurs dont les pêcheurs bénéficieront. Mais on peut très facilement calculer, et là c'est vraiment des modèles sur lesquels on a très peu d'incertitude, si on laisse les poissons s'échapper, au bout de 2 ou 3 ans, on va être bénéficiaire. On va retrouver dans les filets moins de poissons, mais plus gros, et au passage des captures plus importantes. Moi, j'ai encadré des travaux avec des étudiants où on a fait ce genre de simulation. Que se passerait-il si on augmentait les maillages? Et on montre par exemple que si on passe sur les maillages utilisés en mer du Nord, si on passe d'un maillage de 100 mm, hein, donc des filets dont chaque côté de la maille fait 100 mm, 10 cm sur 10 cm. Si on passait à 140 mm, eh bien, en quelques années, on pourrait voir la population de poissons, les populations de poissons dans la mer, en tout cas les populations de poissons de fond, multipliées par 2. Et on pourrait donc, avec 2 fois moins d'efforts de pêche, c'est-à-dire des bateaux sortant finalement 1 jour sur 2, ils recaptureraient la même chose en termes de tonnage. Donc on aurait des pêcheries beaucoup plus rentables, avec des populations de poissons beaucoup plus abondantes, des écosystèmes plus résilients, et puis, au passage, moins d'émissions de CO2, moins d'impact sur les fonds marins, etc., etc. Donc ça me paraît vraiment un chantier majeur, parce qu'on est un peu dans cette espèce de piège dans lequel on est descendu à des niveaux d'abondance tellement faibles que quand on essaye de dire aux pêcheurs « changez d'engin de pêche », la réponse est toujours « ah oui, mais ça ne va pas être rentable si on abandonne le chalut ». Alors, il commence à bouger, parce que le gazoil devient tellement cher que de toute façon, c'est le chalut qui est en train de devenir pas rentable. Mais si en plus on pouvait accélérer le mouvement en augmentant les maillages, alors on rend crédible des mutations beaucoup plus importantes. On peut imaginer à ce moment-là de revenir à des pêches, en particulier à des pêches à la ligne. Les populations de poissons ont été exploitées pendant des siècles, le chalut n'existait pas, le moteur n'existait pas, et on a probablement eu des volumes de capture à peu près équivalents au 19e siècle,
alors qu'on avait des bateaux qui pêchaient à la ligne. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir au XIXe siècle sur plein d'aspects sociaux, etc. Il n'est pas question de ça. Mais il faut inventer une pêche nouvelle, une pêche moderne, une pêche mécanisée, avec des lignes mécanisées, etc. Mais qui soit une pêche extrêmement peu impactante. Et elle deviendra d'autant plus crédible qu'on peut enclencher une spirale vertueuse dans laquelle progressivement on remonte l'abondance des différentes populations de poissons. Et justement, à quoi ressemblerait cette pêche? Est-ce que vous pouvez continuer à développer vos différentes préconisations et puis nous parler aussi de comment ça transformerait les écosystèmes? Oui, alors j'ai envie de dire, si on veut réfléchir au chemin de la transition, je pense que ce qu'il faut, c'est donner envie aux pêcheurs. C'est qu'ils comprennent qu'en fait, le monde vers lequel on peut se diriger, je pense vraiment, si on arrive à y aller, le pêcheur va lui-même être surpris de découvrir qu'on peut aller, alors j'ai envie de le dire avec un peu d'emphase, mais je crois qu'il y a une part de réalité là-dedans, on peut aller vers un monde merveilleux, merveilleux par rapport à l'espèce de chaos dans lequel on est en train de s'installer aujourd'hui. J'ai par exemple moi, recommandé au ministre de fermer une partie de ce qu'on appelle la Grande Vasière. La Grande Vasière, c'est une grande zone au sud de la Bretagne et des Pays de Loire, qui est la zone où on exploite la langoustine. On l'exploite aujourd'hui au chalut. Et du coup, on exploite des petites langoustines en dépendant beaucoup de gasoil, avec des pêcheries qui sont confrontées à des vraies difficultés économiques. Donc moi, j'ai suggéré qu'on ferme aujourd'hui 10%, 20% de la Grande Vasière, qu'on y interdise le chalut et qu'on donne des quotas de pêche à ceux qui voudront bien y aller pour pêcher avec du casier. Là, il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps. On sait que ça marche. On sait que les Islandais pêchent leurs langoustines exclusivement au casier. C'est-à-dire le casier? Alors le casier, c'est un piège fermé, avec des entrées, on met un appât dedans, la langoustine rentre, et puis l'entrée est faite de telle manière qu'elle puisse plus ressortir. Et puis cet engin-là, celui qu'utilisent les Islandais, ont des mailles suffisamment importantes pour que les petites langoustines, une fois rentrées, puissent ressortir, et seules les grosses se retrouvent piégées. La conclusion, c'est que quand vous allez en Islande, moi je suis allé en vacances en Islande il y a quelques années, et la première fois que j'ai vu cette espèce, je me suis dit, mais c'est quoi cette espèce? Ça a la taille d'une langouste. Mais c'est beaucoup trop mec, c'est pas une langouste. En fait, c'était une langoustine. Moi-même, qui suis pourtant biologiste des pêches, j'ai mis quelques secondes à réaliser qu'une langoustine pouvait être aussi grosse que ça. Quand vous allez au restaurant, que vous demandez à manger des langoustines, on vous sert 2 langoustines, ce qu'on appelle les langoustines royales, et je vous garantis que ça vous fait votre repas. Donc, la langoustine royale, telle que les Islandais la connaissent, les pêcheurs de la Grande Vasière, ou plus généralement les pêcheurs français, tous ceux qui pêchent au chalut, n'imaginent même pas que ça puisse exister. Donc, fermons la Grande Vasière, autorisons le casier, il va falloir attendre 2 ans, peut-être 3 ans, pour que les langoustines grandissent, et je vous garantis qu'en 5 ans, les pêcheurs demanderont à ce que progressivement, l'ensemble de la pêcherie de langoustines bascule dans une pêche au casier. Et vous a dit quoi le ministre quand vous avez fait cette préconisation? Alors le ministre a dit c'est une idée intéressante, mais comment on fait pour la mettre en œuvre? J'ai répondu, monsieur le ministre, c'est vous qui pouvez initier la chose. Je ne sais pas. L'avenir nous dira si réellement... la pêche connaît une grave crise actuellement, et il est probable qu'il va falloir de nouveau mettre des subventions pour lui permettre de passer la crise. Alors moi je ne conteste pas forcément ça, c'est le rôle de l'État d'assurer un rôle de tampon social à un moment où c'est absolument indispensable. Ce qui est absolument indispensable, c'est qu'en même temps qu'on joue ce rôle de tampon social, on enclenche des changements absolument structurels. Donc c'est ça la bonne question, c'est est-ce qu'en même temps qu'il accorde des subventions publiques, est-ce qu'il va fermer 10% de la Grande Vasière? Est-ce qu'il va, par exemple, décréter l'interdiction de la construction de nouveaux chaluts? Moi, je ne propose pas d'envoyer à la casse des chaluts qui vont coûter des millions d'euros. On ne va pas les envoyer à la casse, c'est absurde. Enfin, il y a des hommes, il y a des investissements. Mais si dès aujourd'hui, on décrétait l'arrêt de la construction de tout nouveau chalutier, on irait dans le bon sens. Et puis après, on pourrait avoir des subventions pour voir quel chalutier peut se transformer en autre chose, etc. Donc, moi, je crois que progressivement, on peut multiplier au moins par 2 la quantité de poissons dans la mer par rapport à aujourd'hui. Au moins par 2 et peut-être par 2,5 ou 3. On peut retrouver aujourd'hui des niveaux d'abondance qui étaient les niveaux d'abondance qu'on avait au milieu du 19e siècle et qu'on a complètement oublié. Enfin, le vieux pêcheur qui vous dit moi dans ma jeunesse des poissons ils étaient gros comme ça, on se dit oui il exagère, mais en fait souvent non il n'exagère pas. Enfin, on a du mal à imaginer à quel point la mer était pleine de gros poissons. Et puis alors en plus par-dessus ça j'ai envie de dire les oiseaux marins, les mammifères marins, enfin toutes ces espèces là qui sont devenues presque des curiosités quand on les rencontre.
Est-ce que vous pouvez nous parler de comment serait la pêche, justement, dans un contexte où on développe la pêche écologique? Alors, moi je crois beaucoup à cette idée. L'idéal vers lequel il faut essayer de tendre, je le dis de manière un peu naïve, hein, c'est la cueillette des plus beaux fruits dans le jardin d'Éden. Voilà. Donc je crois qu'on peut reconstituer des écosystèmes sains, productifs, résilients, qui seraient assez radicalement différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et dans ces écosystèmes-là, eh ben, il faut imaginer que les ressources côtières, celles qui sont, comme leur nom l'indique, à proximité des côtes, ont fait le choix qu'elles ne sont exploitées que par des petits bateaux qui utilisent des engins de pêche douce, qui sont des pêcheries extrêmement riches en emplois, dans lesquelles on peut, dans un monde moderne, appliquer des règles sociales extrêmement élevées, hein, qui auraient un très haut niveau de rentabilité. Il y a de plus en plus des nouvelles générations de pêcheurs qui ont envie de rentrer, pouvoir s'occuper de leurs enfants comme tout le monde, de pouvoir passer des vacances en famille, voilà, plus forcément cet idéal du marin qui part en mer des mois. Donc une pêche qui soit aussi une pêche sociale, et puis une pêche qui contribue réellement à l'aménagement des territoires dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui fait vivre les villages, qui fait vivre l'économie. Je dis souvent, la pêche, c'est aussi le club des anciens et le club de foot, ou l'amicale des anciens et le club de foot dans le village, parce que c'est le village où il y a de la vie, où il y a une activité pérenne, et où il peut y avoir une synergie avec d'autres activités. Moi j'ai en tête des ports bretons qui aujourd'hui font ce choix d'une pêche douce, et qui derrière font aussi la fête de la coquille, en venant dire les tourismes, créent des synergies entre différentes activités pour réellement faire vivre le territoire. Et puis il y a les ressources du large. Les ressources du large, il faut des plus gros bateaux pour y aller. Moi je pense qu'il y a place pour une pêche avec des navires industriels qui coûtent des millions d'euros, mais c'est ceux-là pour lesquels c'est le plus difficile. Aujourd'hui, ces bateaux-là qui existent, c'est essentiellement des chalutiers. Et pour moi, un des grands enjeux de la pêche écologie, c'est qu'il faut qu'à l'horizon de 10, 20 ans, ça devienne des bateaux qui, eux aussi, utilisent des modes de pêche douce, réinventent de nouveaux engins de pêche, réinventent des manières d'utiliser des lignes, des casiers. Ifremer travaille sur des casiers. Il y a des pêcheries de poissons au casier dans le Pacifique. Il y a des lignes automatisées. Il y a des travaux à mener sur le comportement des poissons, sur les appâts, sur des nouvelles techniques de pêche, avec l'idée qu'il faut surtout avoir des pêches qui soient très peu impactantes sur les fonds marins et soient très peu émettrices de CO2. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des choses que vous voulez aborder? Oui, alors peut-être un point dont on n'a pas parlé. C'est un des problèmes de la pêche aujourd'hui, c'est la capture accidentelle d'un certain nombre d'espèces sensibles. Hein. Alors en ce moment, il y a un cas qui fait grand bruit, c'est la capture des dauphins dans le golfe de Gascogne. Cette question-là, elle est particulièrement compliquée parce qu'il n'y a pas d'engin magique souvent qui permet, voilà. Alors si on sait que le casier, il y a assez peu, voilà. Mais ces captures accidentelles, là, elles proviennent en grande partie de lignes et de filets surtout, hein, qui sont des engins pourtant par ailleurs peu impactants sur le fond. Les lignes entraînent des captures accidentelles d'oiseaux. Bon, ça c'est un bon exemple, je pense, dans lequel il faut se dire, ceux qui ont la solution, ce sont les pêcheurs eux-mêmes. Et moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que un des grands problèmes de la gestion des pêches aujourd'hui, c'est qu'elle est imposée en particulier aujourd'hui par l'Europe, hein, dans des démarches extrêmement top-down, centralisées, réglementaires, pas comprises par les pêcheurs, et ça crée une très forte incompréhension. Donc il y a vraiment une nouvelle gouvernance des pêches à inventer, et cette nouvelle gouvernance des pêches, elle passe par le fait d'arriver à former les pêcheurs, les informer, les former, les associer, les responsabiliser, et probablement à un moment donné les aider, les inciter. Voilà. Moi je crois que ces questions de capture accidentelle, elles se résoudront uniquement si on crée des incitations, et en particulier en attribuant des bonus de quota ou des malus de quota, de façon à ce que le pêcheur ait objectivement, économiquement intérêt à améliorer ses pratiques, à essayer de trouver la solution pour ne pas capturer des mammifères marins, quitte s'il le faut à arrêter la pêche le jour qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, etc. Mais il faut que ce soit lui qui le fasse. On ne va pas fermer l'ensemble du golfe de Gascogne pour arrêter les captures accidentelles. Enfin, ça serait tuer toute la pêche et ça serait probablement assez inefficace. Il faut parier sur l'intelligence des acteurs. Il faut en faire des acteurs eux-mêmes de ce jardin d'Éden, de cette pêche douce et de cette pêche écologique que j'appelle de mes voeux. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bien, parfait, merci. Merci.
Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous dire en commentaire si le format vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes en version courte sur YouTube ou en version intégrale au format podcast. Les liens sont dans la description. À bientôt!